quand même protesté contre la marche. Et les organisations quand même ont sorti une déclaration très forte pour donner des recommandations pour vraiment en sorte que vraiment la situation scandaleuse, révoltante qui est à Rebeuss, vraiment que ça disparaisse pour de bon. Ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal que ces images de qu'on appelle de paquetage, qui rappellent quand même les cales des navires d'esclavagistes. Ces images, on voudrait vraiment les tourner à jamais. Et il est évident que nous avons écouté à plusieurs reprises le discours des autorités concernant la construction d'une nouvelle prison de 1500 places à Sébikotane. C'est très bien. Mais vraiment, il faut joindre l'acte à la parole. Aujourd'hui, vraiment, les promesses, il y en a beaucoup, mais on est arrivé à une situation, franchement, à Rebeuss, une situation intolérable, inacceptable. Et il faut faire vite pour poser la première pierre, faire cette prison et envisager aussi, vraiment, comme on dit, des alternatives à l'enfermement. Et ça existe. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont quand même des alternatives à l'enfermement. Je dirais même, comme on dit, les bracelets électroniques. Et puis aussi, respecter la loi concernant quand même les détentions préventives. Quand une détention préventive est illégalement prolongée, à partir de ce moment, ce n'est plus une détention préventive. Et ça peut pousser à la révolte. Mais mieux, il y a des pays, ils respectent exactement ce que dit le code, comment dire, le code pénal, le code de procédure pénale. Quand on dit qu'une détention préventive est de 6 mois pour tel crime, si vous n'êtes pas jugé, il y a une levée d'écrou, c'est immédiat. Parce qu'effectivement, le gardien de prison lui-même, il se dit, mais si je vous garde, moi-même, je suis en train de violer la loi. Donc, avant de violer la loi, je préfère vous laisser partir. Donc, ça, c'est une des solutions que vraiment les gardiens de prison, les responsables de l'administration pénitentiaire respectent. D'autre part, si effectivement il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'on n'a pas construit de prison, c'est parce que aussi on n'a pas assez de juges d'instruction pour suivre les dossiers, les traiter et avancer. C'est parce que aussi il n'y a pas assez d'avocats, il faut le dire. Parce que la plupart des gens qu'on oublie, c'est parce qu'ils n'ont pas d'avocats aussi. Et puis, c'est également ce qu'on appelle les cours d'assises. On a inventé les cours criminels. C'est bien d'avoir les cours criminels. C'est bien qu'ils aient des sessions 2 fois, 3 fois. Mais en réalité, il faudrait des cours criminels qui puissent effectivement décider à tous les 3 mois. Il faut agir tous les 3 mois. Je pense qu'avec cette rotation, on peut trouver des solutions. Mais il y a d'excellentes propositions contenues dans cette déclaration. Je pense que les autorités qui, des fois, ont le même langage que nous, en disant, voilà, parce que quand même, nous avons vu des députés qui sont partis vraiment voir la situation à Rebeuss. Je parle de Moustapha Cissé Lo, qui est sorti, qui a dit, comme c'est une situation qui est inhumaine. Et de ce point de vue, vraiment, son cri d'indignation, la plupart des députés qui sont partis là-bas l'ont dénoncé, ce qui est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, comme on dit, on est devant le mur, il faut absolument sauter. Donc Sidiki Kaba, qui lui-même est un ancien militant de droits de l'homme, articule le même langage que nous. Le même langage. Que nous lui disons, nous pouvons parler, mais eux, ils doivent agir. Et agir vite. Et agir vite. Voilà, parce que c'est vraiment une urgence signalée, une urgence qu'il faut absolument régler. Parce que cette image, elle est inacceptable pour le Sénégal. Oui, ce sont des propos diplomatiques quand vous dites que vous avez le même langage, vous et les autorités. En réalité, ils disent la même chose. Les députés disent la même chose. Au moins sur la question de Rebeuss, nous pouvons dire que nous avons un consensus sur l'état de Rebeuss. Oui, les faits sont là, ils vous interdisent. Voilà. Oui. Maintenant, c'est à eux d'agir. C'est à eux d'agir. Dénoncer, c'est à eux d'agir, de prendre toutes les dispositions qu'il faut. Et le plus rapidement, je pense même qu'il faut absolument que les autorités rencontrent la société civile, discutent avec elle,
regarde les problèmes et qu'il fasse des propositions concrètes pour qu'on avance sur les questions relatives aux droits humains qui reviennent de façon récurrente depuis que le président Macky Sall est là. D'accord, depuis que le président Macky Sall est là. Oui, le Sénégal, c'est 4 présidents. Vous avez connu au moins Diouf, Wade et Macky Sall. Et même Senghor. Et même Senghor. Nous sommes les enfants de Senghor. Oui, mais en tant que militant des droits humains, vous avez connu le régime de Diouf en tant que militant des droits humains. Tout à fait. Donc Diouf, Wade, Senghor. Apparemment, ces autorités en place vous prêtent moins l'oreille. Vous n'avez pas leur oreille attentive. Et qui écoutait, qui savait le plus écouter entre ces présidents? Écoutez, Senghor, en matière de droits humains, je peux dire qu'il était même plus avancé que nous, que beaucoup de gens. Au moment où les gens ne parlaient pas de droits de l'homme, Senghor avait pensé créer le Comité sénégalais des droits de l'homme dans les années 1974. Donc, aussi bien au Sénégal, je dirais, dans le monde qu'en Afrique, vraiment le leadership, il était là. La vision, il était là, en matière de droits humains. Et Senghor appliquait déjà les recommandations de René Cassin des années 45, créer des comités nationaux partout. C'est maintenant qu'on parle d'institution nationale de droits de l'homme, mais la base, c'est le comité. C'est pour ça qu'il faut aller vers une commission nationale des droits de l'homme. Ça, c'est l'évolution après la conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993. Et ça aussi, il faut dire que c'est un Sénégalais qui a conceptualisé beaucoup de choses sur le plan international. Il s'appelle Ibrahima Fall. C'était lui le leader de cette conférence mondiale. Pour dire tout simplement que le Sénégal doit assumer son leadership, c'est son destin. C'est ça le problème. Mais avec un chef de... Avec Diouf, Diouf aussi a renforcé. Le Comité sénégalais des droits de l'homme est une des toutes premières institutions à avoir le statut A aux Nations Unies avec Diouf. Diouf qui avait nommé comme président Youssoupha Ndiaye, qui était le président du Conseil constitutionnel. Lui-même a remplacé Kéba Mbaye, qui était également président du Comité sénégalais des droits de l'homme, mais de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Donc, le Sénégal avec Diouf, le Sénégal avec Senghor, ils avaient placé à un très haut niveau le Comité sénégalais des droits de l'homme. Si bien que cette institution, qui est la doyenne en Afrique, toutes les autres institutions qui ont été créées sont passées par Dakar pour dire comment vous avez fait. Oui, mais apparemment, les présidents qui écoutent le moins, qui ont une capacité d'écoute moindre par rapport à ces 4 présidents, c'est Wade et Macky Sall, non? Wade, il écoutait. Mais Wade n'avait pas compris ce qu'était une institution nationale de droits de l'homme. Et les conseillers qui étaient là n'avaient pas compris également le concept. Et c'est avec Wade qu'on a été dégradé. La première fois, moi, quand on m'a nommé au Comité sénégalais des droits de l'homme, le président m'a dit, mais voilà, on vient de nous signifier, les Nations Unies, qu'effectivement, on a été dégradé au statut B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, là, on a fait beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas besoin de le redire et de le raconter ici. Mais Wade, il nous écoutait, il nous rencontrait, mais sa vision des droits de l'homme n'est pas la même. J'estime aussi qu'il partage un tout petit peu ça avec le président Macky Sall. Macky Sall, il vous écoute. Macky Sall a hérité de Wade sa conception des droits de l'homme. Avec, effectivement, très souvent, les gens utilisent le concept assez péjoratif de droit de l'homiste, avec les Sarkozy et autres. Un peu une vision des libéraux. Mais visuellement, Macky Sall vous écoute le moins. Hein? Je pense que Macky nous reçoit quand même. Je ne peux pas dire qu'il ne nous reçoit pas, qu'il ne nous écoute pas. La dernière fois que nous sommes allés le voir, c'était au mois de juin, à la veille du sommet de la CEDEAO. Quand même, il nous a rencontrés avec le secrétaire général de Amnesty International, Salil, et puis avec moi-même, avec Seydi Gassama. Il était avec son premier ministre, avec son directeur de cabinet, et avec également son conseiller juridique. Je pense que nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous reçoit pas, qu'il ne nous écoute pas. Et également, tout ce qu'on avait dit au niveau de... Vous ne pouvez pas également dire qu'il vous écoute. À la CEDEAO, les recommandations qu'on avait faites, qu'on lui a données, ça a été répercuté au sommet. Hassan Diomadiaye parle de la CEDEAO déjà. Oui, pour aller faire réclamation au niveau de la CEDEAO, oui, en quelque sorte, vilipender ce Sénégal sous Macky Sall au niveau de la CEDEAO. Va-t-on vers un bras de fer entre ces sociétés civiles
et le régime en place? C'est vrai qu'il y a beaucoup de contentieux entre le régime et les organisations de droits de l'homme sur la CREI. Depuis le début, les organisations de la société civile ont dit, attendez, il faut respecter les normes internationales relatives à un procès équitable. Ça n'a pas été fait sur le plan international, on l'a vu. Sur la question également des libertés de manifestation, la société civile y revient assez souvent avec les interdictions récurrentes des manifestations. Ça aussi, ça fait problème. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue, ou il n'y en a même pas, entre les autorités publiques et la société civile. Et il me semble qu'il faut absolument corriger cela, s'asseoir, discuter, regarder les problèmes contentieux et trouver des solutions et avancer. C'est ça qui va faire avancer le Sénégal, ce n'est pas autre chose. Et puis je peux parler même du comité. Donc le bras de fer est évitable. Il est absolument évitable. Les Sénégalais, quand même, sont des gens très raisonnables. Généralement, quand vous les invitez à discuter, ils viennent, ils discutent et ils font avancer les choses. Et je pense que c'est le seul moyen de faire avancer les choses au Sénégal. Donc nous sommes tous des Sénégalais, on a intérêt effectivement à ce que, en matière de droits humains, qu'il y ait un dialogue profond, un dialogue sérieux, un dialogue franc, qui fasse que le Sénégal puisse reprendre son leadership, reprendre la torche. Et en matière de droits humains, quand même, assumer son leadership sur le plan quand même continental. Le statut actuel du Sénégal, A ou B? B, c'est une honte. Toujours B. Le statut B est une honte pour le Sénégal qui a carrément inauguré le statut A sur le plan africain et sur le plan continental. Je pense que la responsabilité évidente de Macky Sall qui est venu après les années 60, c'est en réalité de renforcer les droits humains. Ce n'est pas de les affaiblir. Ce n'est pas d'affaiblir aussi les institutions des droits de l'homme et d'affaiblir également les organisations de la société civile en matière de droits humains. Sa responsabilité à lui, c'est de renforcer les droits humains, de renforcer les acteurs, de renforcer les institutions. Ça, c'est extrêmement important. Pour cela, il faut une paix sociale dans ce Sénégal également. Et pour y arriver, il y a d'autres droits à préserver. Il y a également les ressources du pays à préserver. La question du gaz et du pétrole dans ce Sénégal qui suscite débat, les ressources extractives globalement, ce manque de transparence que beaucoup dénoncent, vous, ça fait partie de votre rôle également de participer dans ce débat, non? Absolument. Hier même, moi, j'étais invité à justement ce séminaire organisé par les députés de la CEDEAO, vraiment sous le leadership de Mamadou Lamine Diallo, qui est le président du réseau pour la gouvernance des ressources minérales au Sénégal. Maintenant, ils vont créer maintenant un réseau ouest-africain. Donc j'étais là-bas. Donc c'est très bien que ça soit déjà une préoccupation centrale des parlementaires ouest-africains. Le malheur est que, et ça aussi il faut qu'on le dise, nous avons des présidents trop forts, des exécutifs trop forts. Et souvent, ça discrédite un peu les parlements. Il faut qu'on repense le Parlement pour que les parlementaires, quand même, sur des questions fondamentales, puissent jouer un rôle. Par exemple, vous savez, chaque fois qu'il y a eu des manifestations et des crises politiques, là où on va brûler, c'est le Parlement. Mais ça doit nous parler. Et ce n'est pas le Parlement qui prend les décisions. Ce n'est pas le Parlement qui prend les décisions. Ce n'est pas le Parlement qui a un pouvoir. C'est une impuissance caractéristique des parlements africains, y compris les parlements régionaux, qu'on constate sur place. Je pense que pour mieux équilibrer le pouvoir et régler certains problèmes qui sont des problèmes stratégiques, des problèmes qui peuvent mener dans des conflits, il faut leur donner vraiment un pouvoir suffisant. Et que les parlementaires eux-mêmes, même s'ils sont de la mouvance présidentielle, puissent à un moment donné prendre leur pleine responsabilité quand les choses arrivent, pour éviter ce qui est arrivé le 23 juin, ce qui est arrivé aussi au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Gabon. Donc, qui doit donner à réfléchir aux Africains pourquoi ces symboles sont ciblés, brûlés. Donc, quand même, repenser et redonner de la crédibilité, de la responsabilité et du pouvoir au Parlement. Et ce débat, maintenant, il y a énormément de problèmes sur les deux ressources dont vous parlez, que ce soit le pétrole ou le gaz. C'est-à-dire que
même en temps normal, comme a dit Ousmane Cissé, ce sont des ressources suspectes. Ça veut dire que nous avons besoin du maximum de transparence, aussi bien vraiment dans la gestion, dans les transactions, dans les, comment on dit encore, les traités que les gens font. Et on a besoin également d'une alliance et d'une harmonisation des traités. Ça veut dire quand les Africains sont ensemble, travaillent sur la base vraiment du traité de la CEDEAO, travaillent sur la base du traité de l'UMOA, mais ils ne peuvent pas être divisés par les entreprises qui sont très fortes, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent effectivement, pour le même produit, vraiment donner des trucs différents. Mais voilà, il y a même un déficit au niveau des informations. Le Sénégal a loué son code minier. Le Sénégal est en train de réformer ce code minier. Au niveau du gaz, du pétrole, c'est encore opaque. Le Premier ministre fait une sortie pour proférer des menaces, simplement. Parler de sanctions pénales si d'aventure quelqu'un avancerait des informations erronées. Ça pose problème. Ça pose problème parce que, vous savez, il faut dépolitiser le problème. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un soupçon extrêmement fort, il faudrait quand même une commission indépendante d'experts qui ont vraiment la confiance de toutes les parties puissent faire le travail. Ça veut dire édifier, éclairer l'opinion. Ça, c'est indispensable. Il faut ce débat. Non, non, il faut qu'ils viennent, qu'on leur ouvre pratiquement tous les dossiers, toute la documentation, toutes les informations, et au terme effectivement de leur mission d'enquête, qu'ils viennent dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, il peut y avoir des maladresses. Bon, on essaye de voir comment on règle ça entre Sénégalais de la façon la plus pacifique. Mais je veux dire que la montée d'adrénaline, vraiment concernant le gaz, concernant le pétrole au Sénégal, je pense que ce n'est pas bien. Il faut vraiment que les autorités publiques, ça veut dire le gouvernement, le président de la République, etc., il faut que l'opposition, qu'on puisse avoir un consensus pour comment gérer ces ressources pour les bénéfices des populations sénégalaises. Parce que tout de même, ces ressources ressemblent à des malédictions tout le temps. Vous avez par exemple des régions comme Kédougou, c'est les régions les plus pauvres, là où il y a le plus de ressources. Ce n'est pas raisonnable. Et à la fin, ça peut amener d'autres problèmes. Ce qu'on reçoit aussi, c'est la question de l'environnement, qui n'est pas une question qui est placée au début, ni à la fin. C'est une question qui est entre parenthèses chaque fois qu'il y a ces ressources. Donc souvent, on pollue les forêts, on pollue les rivières. Quand vous allez le delta du Nigeria, c'est comme ça, du Niger. Ouais. Donc il faut ce débat. Il faut un bon débat. Il faut un consensus national et moins de sur politique. Cette question et moins de politique. Alioune Tine, sur ce plateau de Toute la Vérité, une courte pause pour de la publicité avant de revenir. léegi ñëpp mën nañoo am vite fait ndax aajotul ngay am application vite fait léegi ak téléphone boo mën a am ak ci opérateur boo mën a nekk di nga mën a denc yónnee wala jot xaalis ak vite fait dawal gaaw inscrit sa numéro si point joni joni wala si vite fait point net boo yónnee xaalis si vite fait envoyé SMS si 22 3 4 5 si misaal bindal tolluwaayu xaalis bi ngay yónnee def point teg si numéro téléphone ki ngay yónnee def point teg si turam ak santam bu ko defee dina jot ci saa si code joni joni su dee nag da ngay yónnee ko am compte vite fait bindal tolluwaayu xaalis bi def point teg si numéro téléphone am yónnee ko ci 22 3 4 5 booy dugal xaalis ci sa téléphone mbaa nga bëgg jot xaalis demal ci point joni joni nekk ci réew mi yëpp ku mu neex nag mën ngaa woy di jëfandikoo sa application vite fait c'est bien fait.
Merci de rester avec nous. Alioune Tine, directeur d'Amnesty International, Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui, nous allons parler de cette Afrique de l'Ouest avant d'en revenir à ce Sénégal qui nous concerne directement. L'Afrique de l'Ouest, un pays proche de nous, la Mauritanie. La Mauritanie, avec son esclavage, ça persiste. Hein? Écoutez, ça fait 30 ans que l'esclavage est aboli en Mauritanie. Et récemment aussi, la Mauritanie a adopté une loi pour consacrer, pour dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ce qui est très fort. Ce que vraiment nous avons quand même soutenu très fortement, on a applaudi quand nous avons appris ça. Mais il y a quand même des contradictions énormes. Aujourd'hui, vous avez l'IRA, cette organisation anti-esclavagiste qui est dirigée par Biram Ould-Daddah. Condamné à 15 ans. Biram est libre. Mais quand même, vous avez 13 militants de l'IRA qui sont condamnés entre 3, 5 et 15 ans de prison. 3, 5 et 15 ans de prison. Et aujourd'hui, qui ont été transférés à Zouérat. Carrément une espèce de goulag mauritanien. Et maintenant, quand on regarde les esclavagistes eux-mêmes, disons, il y a un esclavagiste qui a été jugé 3 mois avant, 2 maîtres d'esclaves, qui ont été condamnés à 1 an de prison ferme. Essayez de comparer. Les militants anti-esclavagistes... Venant de la Mauritanie, c'est un effort considérable quand même. Qui payent un crime de dissidence. Mais on parle de la Mauritanie. Crime d'opposition, 15 ans de prison, et puis envoyé au goulag mauritanien à Zouérat, pratiquement en plein Sahara, à 800 km. Maintenant, le maître d'esclaves, celui qui vend l'esclavage, tu sais, le crime contre l'humanité, l'esclavage, le minimum, c'est combien? 15 ans. 15 ans qui est encouru. Mais ils ont été condamnés à 1 an de prison. Ce qui reste quand même une performance vue du côté de la Mauritanie. Non, mais c'est révoltant. C'est totalement absurde. Que faudrait-il faire pour pousser cet État mauritanien à plus d'équité? C'est pour dire tout simplement que nous ne pouvons pas, nous, Africains, déjà, sur le continent africain, accepter l'esclavage dans nos pays. Accepter l'impunité de l'esclavage dans nos pays. Mais en même temps, il faut constater que dans la plupart de nos pays, et on en parlait tout à l'heure à propos du Sénégal, nous avons une réduction comme peau de chagrin de l'espace civique. Ça veut dire la possibilité de manifester. On les a soupçonnés d'avoir manifesté au mois de juin et on les a pris. Et puis maintenant, ce qu'on veut, c'est tout simplement liquider la société civile. Il s'agit tout simplement ici de décapiter le mouvement, de le rendre impuissant, de ne pas... La Mauritanie reste la Mauritanie. Pas d'évolution sur le plan mais disons qu'il y a des gens qui sont là-bas, la société civile est très dynamique et lutte avec des moyens souvent difficiles, dans un contexte très difficile. Maintenant, il faut que la société civile africaine soutienne la Mauritanie, proteste à tous les niveaux, ça veut dire sur le plan des médias, auprès des institutions des droits de l'homme, au plan régional, au plan international, pour que vraiment ces jeunes soient libérés et continuent à faire leur travail de la façon la plus libre, dans le respect total des engagements internationaux de la Mauritanie en matière de droits humains. Même impuissance face à la Gambie de Yaya Jammeh, qui prépare une présidentielle en fin d'année. Je vais vous montrer par exemple les rapports que nous avons faits sur la Gambie, l'opposition. C'est que être dissident, être dans l'opposition, être un journaliste indépendant, être un membre de la société civile indépendant, parler et critiquer de la Gambie, ça peut vous coûter la vie. Ça peut vous coûter d'être torturé. Ça peut vous coûter la prison. Vous voyez, ça, notre rapport, c'est Solo Sendeng. Qu'est-ce qu'il a fait, Solo Sendeng? Il a appelé à manifester. Les gens sont sortis manifester. Voilà la manifestation. Avec son leader, là, Maître Ousseynou Darbo. Ousseynou Darbo, on l'a emprisonné 3 ans. Solo Sendeng a été torturé par la NIA. Il est mort. Et puis, il y a un autre mort aussi.
C'est que c'est ça qui est inadmissible. Mais rien à faire. Si, il y a des choses à faire. Ce qu'on a remarqué, les Nations Unies sont intervenues. Le sommet, la CEDEAO, ils sont intervenus. L'Union africaine est intervenue. Il est resté droit dans ses bottes et même il a fait pire. Il a dit que, écoutez, Amnesty International et les Nations Unies n'ont qu'à aller en enfer. Parce que nous sommes intervenus sur cette question. Mais aujourd'hui, on doit s'interroger quand même sur l'impuissance des institutions africaines. Et voilà, Yahya Jammeh sera réélu au mois de décembre. Il va être réélu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense que à la longue, ça risque d'être une menace pour toute la sous-région. On est dans une situation d'impasse. Celui qui bouge, surtout au niveau de l'opposition, au niveau des médias, au niveau de la société civile, il peut risquer sa vie. Mais ça ne peut pas continuer. Nous avons Yahya Jammeh qui est parti à la Charte africaine des droits de l'homme. La commission des droits de l'homme et des peuples se trouve à Banjul. Ce n'est pas acceptable que Yahya Jammeh puisse vraiment haïr et dédaigner qu'est-ce qui s'est fait, les droits humains comme il le fait. Qu'est-ce qui fait sa force, Yahya Jammeh? Sans cesse, il défie les institutions internationales, il tient en respect le Sénégal qui l'entoure. Qu'est-ce qui fait sa force? La force de Yahya Jammeh, c'est qu'il fait le fou. Et les gens, effectivement, hésitent de jouer à ce qu'on peut appeler la politique du plus fou. Et bon, les gens ne savent... Vous savez, il y a 3 chefs d'État qui devaient aller à Banjul pour essayer d'organiser un dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Le président Macky Sall, la présidente du Libéria, Sirleaf et Koroma. Mais bon, on a dit ils sont indésirables, ils ne sont pas partis. La même chose au Gabon par rapport à l'Union africaine. C'est carrément le ministre des Affaires étrangères qui dit mais vous êtes des persona non grata. Ils ne sont pas partis. Donc, il faut qu'on repasse la fonction de régulation des conflits le Gabon, quand même, régionales. Vous l'avez évoqué, le Gabon, quand même, l'administration Ali Bongo, on peut la comprendre. Parce que délaissé par les Africains qui ont suivi les recommandations ou en tout cas les avis de la France pour dénoncer la présidentielle et se mettre à dos définitivement Ali Bongo. Je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus approfondir par rapport à ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe également en Afrique de l'Est. Ali Bongo n'a pas été combattu par la France. Si vous ne créez pas les règles, si vous ne créez pas les institutions qui permettent une alternance pacifique, forcément vous risquez la violence. Et quand on regarde au sein de l'Afrique de l'Est, les différents pays de l'Afrique de l'Est, on a pratiquement la même situation. Vous avez peut-être une famille qui est au pouvoir pendant plus de 50 ans. Et puis, quand on dit quand même aussi le pouvoir en Afrique, le pouvoir c'est les ressources, il faut les contrôler. Le pouvoir également, c'est avoir sous ton contrôle pratiquement tout ce qui peut enrichir dans le pays, que ce soit société civile, que ce soit même les commerçants, etc. C'est ça qui est important. Et pendant un certain temps, des fois, vous pouvez avoir une alliance qui préserve la sécurité de votre propre pouvoir. Et c'est arrivé. La France-Afrique, c'était ça. Vous êtes président de la République, vous avez des ressources, comme le pétrole au Gabon. La France arrive, et bon, voilà, il y avait Elf, il y a Total. Et quand on regarde même la gestion de la France-Afrique dans des pays comme le Gabon, ce n'est pas une diplomatie classique. C'est une diplomatie totalement non conventionnelle. Et qu'est-ce qui explique alors cette distanciation entre la France de François Hollande et le Gabon d'Ali Bongo? Bon, le problème de fond, c'est qu'en réalité, les Africains ne se sont pas donné les moyens d'assurer leur souveraineté sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Je peux dire même sur le plan financier. Il est évident qu'il y a des zones qui sont libérées, mais pas tout. Et puis, bon, la France est une puissance qui vend du pétrole dans le monde. La France ne produit pas de pétrole. La France vend des centrales nucléaires. La France n'a pas d'uranium.
c'est l'Afrique qui a enrichi la France. Mais la France a le Niger, la France a le Niger, la France a le Sénégal, la France a la Côte d'Ivoire. Oui, que répondez-vous à ceux qui disent qu'après le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara, la France avait besoin de jumping du côté du Gabon? Bon, moi je ne dirais pas ça parce qu'à Amnesty on ne fait pas de politique, hein. Mais le problème c'est que nous avons un contexte. Le contexte quand même, il faut l'analyser pour comprendre pourquoi ça produit de la crise. Le contexte, il faut l'analyser pour savoir pourquoi ça produit une régulation beaucoup plus pacifique, beaucoup plus régulière, etc. Et la situation du Gabon, elle est explosive. Comme est explosive aussi la situation en RDC, on le suit. Ça veut dire que si vous créez les conditions de rester au pouvoir à vie par la force, il est évident que les gens vont chercher aussi à vous déloger par la force. Et c'est ça, il faut rompre avec vraiment ce cercle vicieux. Ali Bongo a prêté le flanc. Je ne dis pas qu'il a prêté le flanc. C'est un système qui est là. Et même quand on regarde, il n'y a pas quand même beaucoup de différence entre, comment dirais-je, Jean-Ping et Ali Bongo. Hein. C'est peut-être la même famille. C'est une implosion de la même famille. Vous avez fait votre tour, c'est notre tour à nous. Mais est-ce que ça va changer globalement le système, la situation? Moi, je ne me pose pas de questions. Jean-Ping fait partie de la famille quand même. Hein. Bien sûr. Il fait partie de la famille. Bien sûr. Il a évolué avec Ali Bongo. Oui, il a goûté au pouvoir sous Omar Bongo comme Ali, non? Et en Afrique, il faut effectivement avoir des règles très claires. Il faut également un respect des droits fondamentaux de l'homme, le droit à la manifestation, soit pacifique, mais pas des manifestations qui sont réprimées violemment, comme on a vu au Gabon, avec des morts, avec des blessés, comme on en voit un peu partout en Afrique. C'est effectivement d'avoir un espace civique qui fonctionne correctement, c'est d'avoir également des institutions qui sont des institutions fortes, comme les institutions judiciaires. En Afrique, ça c'est le talon d'Achille, très souvent. Et surtout, les cours suprêmes. Les Gabonais du Sénégal, les conseils constitutionnels. Oui, la tendance au Sénégal, c'est l'interdiction des marches. Les Gabonais du Sénégal interdits de marcher. Ici au Sénégal, c'était un signal assez fort de la part du régime en place pour un soutien à Ali Bongo, non? Moi, je pense qu'il faut... Je ne dis pas qu'un soutien ou pas de soutien, parce que les Sénégalais même n'arrivent pas à marcher. C'est qu'il faut, il faut que les gens marchent. Il faut que les gens expriment leur colère. On ne peut pas s'asseoir indéfiniment et définitivement sur la marmite. Il faut ouvrir un tout petit peu, avoir un peu un bol d'oxygène. Que les gens qui sont fâchés crient leur colère, hurlent leur colère dans la rue, qu'ils soient des Gabonais. Mais c'est bien fait pour quand même que le Gabon sache que voilà, le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est une tradition démocratique, c'est une tradition de respect des libertés fondamentales. Vous avez compris qu'on leur a interdit de marcher à Dakar? Mais bien sûr. Ces ressortissants gabonais. Ce n'est pas normal que les Gabonais qui ont des problèmes ne puissent pas marcher au Sénégal alors qu'ils peuvent marcher à Paris, qu'ils peuvent marcher à Washington et ailleurs. Je ne vois pas la différence. Ok. Ce Sénégal, on en parle rapidement, le temps passe vite. Le quinquennat, le septennat, le débat revient parce que 2017 s'approche. S'il s'agissait d'un quinquennat, dans 5 mois ou 6 mois, ça aurait été la présidentielle au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que Macky Sall n'a pas raison sur vous qui proposez le quinquennat à l'époque, en 2012? Écoutez, moi, je ne reviens plus sur ce débat sur lequel j'ai parlé parce que... Ça revient, non? Comme je vous ai dit... Aujourd'hui, s'il devait présenter un bilan en l'espace de 5 ans, ça aurait été difficile pour lui. Dans le passé où j'ai été quand même le coordonnateur de M23, c'est nous-mêmes qui avions demandé au président Macky Sall de respecter les 5 ans. De respecter les 5 ans. De respecter les 5 ans, de se les appliquer, parce que quand même, il était avec... Alioune Tine avait même demandé au candidat Macky Sall... Au candidat à l'époque. De dire publiquement qu'il va faire 5 ans. Voilà, c'est ça. Vous aviez demandé ça au candidat. C'est ça que nous lui avons demandé. Et nous lui avons demandé de venir dire ça publiquement lors de notre assemblée générale à Gordiarama. Ce qu'il avait fait. Il l'a fait et il a eu vraiment un standing ovation de, je dirais, plusieurs minutes. Ce qui a contribué, c'est là où on a contribué également à son élection. Il est évident que ça fait partie effectivement des facteurs qui ont favorisé aussi l'élection. Oui, les faits sont là.
le président Macky Sall fait un septennat en lieu et place. Il a été contraint au septennat ou bien il a simplement trahi cette promesse? Écoute, moi, je ne m'engage pas dans le débat. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit ce que j'ai pensé très, très fortement, exprimer ma déception très fortement. J'aurais préféré effectivement vraiment qu'il s'applique les 5 ans. Maintenant, ce qui est fait est fait, moi je prends acte. Oui, tout le monde prend acte. Voilà, c'est ça. Mais quand même, il y a une motivation par rapport à cet acte. Le président Macky Sall a motivé sa décision. Est-ce que vous, qui l'avez approché en tant que candidat, vous qui l'approchez toujours en tant que président, est-ce que c'est un chef d'État contraint à faire un septennat qui s'est exprimé devant les Sénégalais, ou bien c'est un politique qui a vu qu'il a besoin d'un bilan pour un second mandat et politiquement qui a éprouvé le besoin de repousser la présidentielle jusqu'en 2019? C'est le président Macky Sall qui est mieux placé quand même pour répondre à cette question. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Non, vraiment. Et vous ne pouvez pas analyser? Non, je ne fais pas d'analyse là-dessus. Oui, vous en avez assez parlé. Tout le monde va apprécier. N'est-ce pas? Absolument. Donc, et ce Sénégal politique avec cette opposition qui s'organise, cette opposition qui se radicalise du tout, sauf Macky Sall de plus en plus, ça également, ça n'augure pas des lendemains apaisés pour le Sénégal politique, non? Non, enfin, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que les autorités puissent permettre à ce que les libertés fondamentales s'exercent pour tous les citoyens, pour toutes les associations, pour les partis politiques, même les partis politiques d'opposition. Quand on est dans l'opposition, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. Hein, donc, on essaye de parler, d'agir de manière à y être. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'ils le fassent vraiment dans le respect de la loi. S'ils le font dans le respect de la loi, en assumant vraiment leurs responsabilités, c'est une excellente chose. Là où vraiment on doit insister, c'est que s'il y a un certain nombre de questions qui sont des questions d'ordre national, d'ordre stratégique, il est bon pour l'opposition, le pouvoir, la société civile de s'asseoir, d'en discuter. S'il y a effectivement des règles fondamentales de la démocratie qu'on estime effectivement qui sont souvent violées, comme les marches, il est bon qu'ils s'assoient, qu'ils en discutent. Si sur la question quand même des ressources stratégiques fondamentales dont l'exploitation, la manière de l'exploiter risque d'amener des conflits qui peuvent même peut-être entraîner des menaces pour le pays, il faut qu'ils s'assoient ensemble, qu'ils discutent et qu'ils trouvent un terrain d'entente dans la manière de l'exploiter. C'est pour le gaz, pour le pétrole, ce sont quand même souvent des facteurs aggravants des crises politiques qui entraînent également des conflits armés, on l'a vu. Donc, appel à la responsabilité absolue, vraiment, du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, pour que ces questions puissent être réglées de façon consensuelle. Et un respect mutuel. Tout à fait. Respecter chacun dans son rôle. Absolument. Oui, tantôt par rapport au Gabon, vous nous disiez que si les règles du jeu sont faussées dès le départ, il ne peut y avoir de paix. Le Sénégal va vers des élections majeures, des législatives au mois de juin, une présidentielle qui devra s'en suivre, et on parle de refonte du fichier, on parle du ministère de l'Intérieur, on parle de la personne même d'Abdoulaye Daouda Diallo qui serait problématique du côté de l'opposition. Ça augure quoi, tout ça? Écoutez, depuis 1998, on a eu quand même un processus électoral consensuel, on a eu un processus électoral inclusif qui a fait effectivement que depuis 1998, on a de moins en moins de violence et on a de moins en moins de contentieux lourds au Sénégal. Et présentement? 2000, on a eu quand même une alternance pacifique. Même 2012, c'est effectivement la question du troisième mandat qui a fait problème. Mais quand le président Wade a été battu, il a reconnu qu'il a été battu très rapidement. 6 mois pour tel crime. Si vous n'êtes pas jugé, il y a une levée d'écrou, c'est immédiat. Parce qu'effectivement, le gardien de prison lui-même, il se dit,
Mais si je vous garde, moi-même, je suis en train de violer la loi. Donc, avant de violer la loi, je préfère vous laisser partir. Donc, ça, c'est une des solutions que vraiment les gardiens de prison, les responsables de l'administration pénitentiaire respectent. D'autre part, si effectivement il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'on n'a pas construit de prison, c'est parce que aussi on n'a pas assez de juges d'instruction pour suivre les dossiers, les traiter et avancer. C'est parce que aussi il n'y a pas assez d'avocats, il faut le dire. Parce que la plupart des gens qu'on oublie, c'est parce qu'ils n'ont pas d'avocats aussi. Et puis, c'est également ce qu'on appelle les cours d'assises. On a inventé les cours criminels. C'est bien d'avoir les cours criminels. C'est bien qu'ils aient des sessions 2 fois, 3 fois. Mais en réalité, il faudrait des cours criminels qui puissent effectivement décider à tous les 3 mois. Se réunir tous les 3 mois. Je pense qu'avec cette rotation, on peut trouver des solutions. Mais il y a d'excellentes propositions contenues dans cette déclaration. Je pense que les autorités qui, des fois, ont le même langage que nous, en disant, voilà, parce que quand même, nous avons vu des députés qui sont partis vraiment voir la situation à Rebeuss. Je parle de Moustapha Cissé Lo, qui est sorti, qui a dit, comme c'est une situation qui est inhumaine. Et de ce point de vue, vraiment, son cri d'indignation, la plupart des députés qui sont partis là-bas l'ont dénoncé, ce qui est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, comme on dit, on est devant le mur, il faut absolument sauter. Donc Sidiki Kaba, qui lui-même est un ancien militant de droits de l'homme, articule le même langage que nous. Le même Parce langage. que nous lui disons, Sénégalais des droits de l'homme, le président m'a dit, mais voilà, on vient de nous signifier les Nations Unies qu'effectivement on a été dégradé au statut B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a fait beaucoup de choses. Pas besoin de le redire et de le raconter ici. Mais Wade, il nous écoutait, il nous rencontrait, mais sa vision des droits de l'homme n'est pas la même. J'estime aussi qu'il partage un tout petit peu ça avec le président Macky Sall. Macky Sall, il vous écoute. Macky Sall a hérité de Wade sa conception des droits de l'homme. Avec, effectivement, très souvent, les gens utilisent le concept assez péjoratif de droit de l'homiste, avec les Sarkozy et autres. Un peu une vision des libéraux. Mais visuellement, Macky Sall vous écoute le moins. Hein? Je pense que Macky nous reçoit quand même. Je ne peux pas dire qu'il ne nous reçoit pas, qu'il ne nous écoute pas. La dernière fois que nous sommes allés le voir, c'était au mois de juin, à la veille du sommet de la CEDEAO. Quand même, il nous a rencontrés avec le secrétaire général de Amnesty International, Salil, et puis avec moi-même, avec Seydi Gassama. Il était avec son premier ministre, avec son directeur de cabinet, et avec également son conseiller juridique. Je pense que nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous reçoit pas, qu'il ne nous écoute pas. Et également, tout ce qu'on avait dit au niveau de... Vous ne pouvez pas également dire qu'il vous écoute. À la CEDEAO, les recommandations qu'on avait faites, qu'on lui a données, ça a été répercuté au sommet. Hassan Diomandjaï parle de la CEDEAO déjà. Oui, pour aller faire réclamation au niveau de la CEDEAO, oui, en quelque sorte, vilipender ce Sénégal sous Macky Sall au niveau de la CEDEAO. Va-t-on vers un bras de fer entre cette société civile et le régime en place? C'est vrai qu'il y a beaucoup de contentieux entre le régime et les organisations de droits de l'homme sur la CREI. Depuis le début, les organisations de la société civile ont dit, attendez, il faut respecter les normes internationales relatives à un procès équitable. Ça n'a pas été fait sur le plan international. Quand même protesté contre la marche. Et les organisations quand même ont sorti une déclaration très forte pour donner des recommandations pour vraiment en sorte que vraiment la situation scandaleuse, révoltante qui est à Rebeuss, vraiment que ça disparaisse pour de bon. Ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal que ces images qu'on appelle de paquetage, qui rappellent quand même les cales des navires d'esclavagistes, ces images, on voudrait vraiment les tourner à jamais. Et il est évident que nous avons écouté à plusieurs reprises le discours des autorités concernant la construction d'une nouvelle prison de 1500 places à Sébikotane. C'est très bien. Mais vraiment, il faut joindre l'acte à la parole. Aujourd'hui,
vraiment les promesses, il y en a beaucoup, mais on est arrivé à une situation, franchement, à Rebeuss, une situation intolérable, inacceptable. Et il faut faire vite pour poser la première pierre, faire cette prison et envisager aussi, vraiment, comme on dit, des alternatives à l'enfermement. Et ça existe. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont quand même des alternatives à l'enfermement. Je dirais même, comme on dit, les bracelets électroniques. Et puis aussi, respecter la loi concernant quand même les détentions préventives. Quand une détention préventive est illégalement prolongée, à partir de ce moment, ce n'est plus une détention préventive. Et ça peut pousser à la révolte. Mais mieux, il y a des pays, ils respectent exactement ce que dit le code, comment dire, le code pénal, le code de procédure pénale. Quand on dit qu'une détention préventive est de René Cassin, des années 45, créer des comités nationaux partout. C'est maintenant qu'on parle d'institution nationale de droits de l'homme, mais la base, c'est le comité. C'est pour ça qu'il faut aller vers une commission nationale des droits de l'homme. Ça, c'est l'évolution après la conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993. Et ça aussi, il faut dire que c'est un Sénégalais qui a conceptualisé beaucoup de choses sur le plan international. Il s'appelle Ibrahima Fall. C'était lui le leader de cette conférence mondiale. Pour dire tout simplement que le Sénégal doit assumer son leadership, c'est son destin. C'est ça le problème. Mais avec un chef de... Avec Diouf, Diouf aussi a renforcé. Le Comité sénégalais des droits de l'homme est une des toutes premières institutions à avoir le statut A aux Nations Unies avec Diouf. Diouf qui avait nommé comme président Youssoupha Ndiaye, qui était le président du Conseil constitutionnel. Lui-même a remplacé Kéba Mbaye, qui était également président du Conseil du Comité sénégalais des droits de l'homme, mais de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Donc, le Sénégal avec Diouf, le Sénégal avec Senghor, ils avaient placé à un très haut niveau le Comité sénégalais des droits de l'homme. Si bien que cette institution, qui est la doyenne en Afrique, toutes les autres institutions qui ont été créées sont passées par Dakar pour dire comment vous avez fait. Ouais, mais apparemment, les présidents qui écoutent le moins, qui ont une capacité d'écoute moindre par rapport à ces 4 présidents, c'est Wade et Macky Sall, non? Wade, il écoutait. Mais Wade n'avait pas compris ce qu'était une institution nationale du droit de l'homme. Et les conseillers qui étaient là n'avaient pas compris également le concept. Et c'est avec Wade qu'on a été dégradé. La première fois, moi, quand on m'a nommé au comité, nous pouvons parler, mais eux, ils doivent agir. Et agir vite. Et agir vite. Voilà, parce que c'est vraiment une urgence signalée, une urgence qu'il faut absolument régler. Parce que cette image, elle est inacceptable pour le Sénégal. Oui, ce sont des propos diplomatiques quand vous dites que vous avez le même langage, vous et les autorités. En réalité, ils disent la même chose. Les députés disent la même chose. Au moins sur la question de Rebeuss, nous pouvons dire que nous avons un consensus sur l'état de Rebeuss. Oui, les faits sont là, ils vous interdisent. Voilà. Oui. Maintenant, c'est à eux d'agir. C'est à eux d'agir. Dénoncer, c'est à eux d'agir, de prendre toutes les dispositions qu'il faut. Et le plus rapidement, je pense même qu'il faut absolument que les autorités rencontrent la société civile, discutent avec elle, regardent les problèmes et qu'ils fassent des propositions concrètes pour qu'on avance sur les questions relatives aux droits humains qui reviennent de façon récurrente depuis que le président Macky Sall est là. D'accord, depuis que le président Macky Sall est là. Oui, le Sénégal, c'est 4 présidents. Vous avez connu au moins Diouf, Wade et Macky Sall. Et même Senghor. Et même Senghor. Nous sommes les enfants de Senghor. Oui, mais en tant que militant des droits humains, vous avez connu le régime de Diouf en tant que militant des droits humains. Tout à fait. Donc Diouf, Wade, Senghor. Apparemment, ces autorités en place vous prêtent moins l'oreille. Vous n'avez pas leur oreille attentive. Et qui écoutait, qui savait le plus écouter entre ces présidents? Écoutez, Senghor, en matière de droits humains, je peux dire qu'il était même plus avancé que nous, que beaucoup de gens. Au moment où les gens ne parlaient pas de droits de l'homme, Senghor avait pensé créer le Comité sénégalais des droits de l'homme dans les années 74.
Donc, aussi bien au Sénégal, je dirais, dans le monde qu'en Afrique, vraiment le leadership, il était là. La vision, il était là en matière de droits humains. Et Senghor appliquait déjà les recommandations de